Merci beaucoup, merci pour cette introduction et cette présentation. Donc, je vais commencer par un personnage que vous connaissez bien. Vous avez reconnu un chirurgien prêt à inciser et en face, vous avez un anesthésiste qui, lui, réfléchit et essaye d'évaluer la profondeur d'anesthésie. Alors, on va débuter par une représentation quasiment simpliste de l'anesthésie avec deux composantes. Sur l'axe des Y, la composante analgésique avec un seuil en deçà duquel on peut observer une réponse aux stimuli nociceptifs. Et puis l'axe des X ici avec la composante hypnotique avec là encore un seuil en deçà duquel on peut observer des processus de mémorisation. Donc, le but de l'anesthésiste, ça sera de cibler ce carré jaune au-delà des deux seuils et en deçà, bien sûr, des effets de surdosage. Alors, en fait, c'est pas si évident que ça. Par exemple, il existe des interactions entre ces deux composantes. Par exemple, on sait que les seuils de mémorisation sont augmentés par tous les stimulus adrénergiques et notamment les stimulus nociceptifs. Alors, on peut, comme c'est pas évident de cibler ce carré jaune, on peut être dans la version profondeur d'anesthésie insuffisante. Là, on s'expose au risque de mémorisation péropératoire, c'est ce qu'on appelle l'awareness. Donc, l'awareness, c'est un souvenir qui est conscient, c'est de la mémorisation explicite d'un événement qui s'est passé en péropératoire. Donc, c'est un processus qui n'est pas rare. Ça a été décrit initialement chez l'adulte. Vous voyez l'incidence ici de l'ordre de 0,1%. Il y a un certain nombre de facteurs de risque que l'on connaît très bien, qui sont globalement toutes les situations d'anesthésie légère, les césariennes, les polytraumatisés, l'utilisation des curares parce qu'on ne peut pas voir que le patient bouge quand il a mal. Donc voilà, ça c'est assez bien connu. Alors chez l'enfant, finalement, on peut se poser la question, est-ce que l'awareness, ça existe en pédiatrie? Eh bien, en fait, oui, on le sait depuis les années 2000, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées. Ce phénomène de mémorisation péropératoire existe et serait même plus important en termes d'incidence que chez l'adulte. Alors, à l'inverse, on peut se trouver dans une situation d'anesthésie trop profonde. Alors, avant, finalement, l'anesthésie trop profonde, on trouvait que ce n'était pas très grave chez l'enfant parce que ça permettait de limiter les processus d'hyperréactivité des voies aériennes. Et puis, sont apparus dans la littérature, dans les années 2000, un certain nombre d'études expérimentales chez l'animal qui suggéraient des effets toxiques, des effets délétères sur le cerveau en développement de la majeure partie de nos produits anesthésiques. Donc, ça a donné lieu à beaucoup de littérature avec une difficulté majeure dans cette littérature, c'est de pouvoir extrapoler les données expérimentales animales à l'humain. Je vous mets là une revue générale qui est récente et pas inintéressante et qui finalement conclut que une anesthésie probablement c'est assez anodin. Par contre, plus on multiplie les anesthésies, ce d'autant que l'enfant est jeune, finalement plus on a d'éventuels risques. Rien n'est prouvé à l'heure actuelle. Mais par exemple, on peut quand même se demander s'il est licite d'avoir ce type de tracé électroencéphalographique que vous voyez ici, qui est un tracé complètement plat. Ça s'appelle un tracé isoélectrique et même si vous ne connaissez rien à l'EEG, vous pouvez le reconnaître. Ce tracé signe l'inhibition des neurones corticales, l'inhibition subtotale de ces neurones corticaux. Alors, si on revient à notre schéma de base, on va se concentrer sur la composante hypnotique. Pourquoi? Parce qu'on a un outil extrêmement, je dirais pas facile à utiliser, mais en tout cas utile, qui est l'électroencéphalogramme. Alors, l'EEG, c'est quoi? Eh bien, c'est un tracé qui va vous refléter l'activité électrique des neurones corticaux, et j'insiste sur cette localisation corticale, c'est-à-dire en périphérie sur le cortex cérébral, et cette activité, on va la recueillir assez facilement avec des électrodes qui seront placées sur la surface du crâne. Ce tracé, en fait, il représente la sommation des potentiels postsynaptiques d'un grand nombre de neurones, des neurones corticaux. Et ce n'est pas un courant, mais c'est plutôt, comme c'est une somme de courants qui vont dans tous les sens, donc c'est une différence de voltage.
Et ce que l'on sait, c'est qu'à l'éveil, eh bien, les neurones, ils déchargent de façon totalement désynchronisée, c'est-à-dire dans tous les sens. Et donc, le courant qui résulte, qu'on va recueillir, il va être de faible amplitude, puisqu'ils vont tous s'auto-annuler finalement, et les fréquences qu'on va observer vont être rapides et irrégulières. C'est ce qui conduit à ce type de tracé que vous voyez ici. C'est un tracé EEG d'éveil. Alors, quand on induit une anesthésie ou quand on s'endort d'ailleurs de façon physiologique, on observe des modifications de ce tracé qui sont tout à fait caractéristiques. Pourquoi? Parce que les neurones vont se mettre à se synchroniser, c'est-à-dire qu'ils vont décharger en même temps, et donc les oscillations vont devenir plus régulières et plus amples, et donc leur fréquence va diminuer, ça veut dire qu'ils vont se ralentir, jusqu'à ce qu'on appelle des burst suppressions, que l'on voit ici, c'est-à-dire des alternances de tracés isoélectriques avec des ondes lentes. Ici, vous avez d'ailleurs un tracé caractéristique d'oscillation avec des oscillations rapides et amples qui sont des oscillations bêta. Donc, vous comprenez bien que grâce à ce tracé EEG et au changement du tracé avec l'effet des produits hypnotiques, on va pouvoir quantifier cette profondeur d'anesthésie. Alors, il y a un certain nombre de façons de quantifier la profondeur d'anesthésie. Ici, vous avez une représentation de l'analyse spectrale de l'EEG qui est la plus classique. Malheureusement, on n'a pas le temps de détailler. Sachez juste que vous voyez ici un tracé. Le tracé gris, c'est un tracé d'éveil. Et puis, le tracé bleu, c'est celui d'un patient sous anesthésie générale. Donc, l'objectif va être de quantifier les oscillations constitutives de ce tracé EEG de façon à objectiver, à quantifier la profondeur d'anesthésie hypnotique. Donc, vous voyez que faire un EEG, c'est à la fois simple et pas si simple. Cet enfant, il était venu pour une amygdalectomie. Il a bénéficié d'un EEG multipiste avec des ordinateurs, etc. Donc, c'est quand même un peu compliqué au quotidien, évidemment. Donc, il y a des petits malins qui ont conçu des appareils automatisés qui vont fournir des calculs sur ce tracé EEG, des calculs automatisés, aboutissant à un chiffre en général de 0 à 100 qui va vous donner une idée de la profondeur d'anesthésie. Donc, vous les reconnaissez ou pas. Ici, il y a le BIS, c'est le plus connu, l'entropie, le Massimo, le Neuroscience, le Narcotrain pour les initiés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces moniteurs sont conçus pour donner un chiffre qui va diminuer lorsque le signal électroencéphalographique va se ralentir et se régulariser, comme celui que je vous ai montré sur les diapos précédentes. Donc, la capacité de ces moniteurs à suivre la profondeur d'anesthésie va dépendre totalement des effets EEG de l'agent anesthésique que vous utilisez. Et il faut savoir que ce sont les GABAergiques qui vont produire un ralentissement de l'EEG. À l'inverse, les autres produits qui ont d'autres effets, les morphiniques, la kétamine, le protoxyde d'azote, le xénon, ils vont induire très peu d'effets de ralentissement de l'EEG et donc ils vont très peu influencer les valeurs de BIS. Par contre, il y a d'autres circonstances qui, elles, induisent un ralentissement de l'EEG, comme l'hypothermie, l'hypoglycémie, les neuroleptiques, l'hypocapnie, le bas débit cérébral. Toutes ces conditions sont associées à un ralentissement de l'EEG et donc vont diminuer les valeurs de BIS. Donc, il va falloir intégrer tout ça si on veut bien interpréter les valeurs de BIS. Alors, vous allez me dire, tout ça, ça n'a rien de spécifique à l'enfant, effectivement. Quid des modifications spécifiques à l'enfant, des modifications de l'EEG. Alors voilà une courbe qui est fort intéressante, qui vous illustre la maturation cérébrale et en fonction de l'âge et les changements associés de l'électroencéphalogramme. Ce que vous voyez ici, c'est que la maturation cérébrale, elle est très forte. Bien entendu, dans les 10 premières années, elle existe encore dans les 20 premières années. Ensuite, on atteint un maximum de ses performances, je dirais, et puis après, malheureusement, ça décline. Donc, comment ça se traduit sur le plan du tracé EEG? On voit ici les différents tracés électroencéphalographiques qui correspondent aux différents âges de la vie. Et ce que l'on peut voir ici, chez le jeune enfant, chez l'enfant de moins d'un mois ou de moins d'un an, c'est que le tracé, il est ce qu'on appelle relativement pauvre, parce qu'il est composé d'oscillations lentes et de grande amplitude. Et puis, progressivement, avec la croissance, avec l'âge, l'amplitude des oscillations va diminuer et surtout, le tracé va s'enrichir en oscillations rapides et donc la fréquence
dominante du tracé va augmenter pour arriver à un tracé d'adulte éveillé, ici, petites oscillations rapides et irrégulières. Alors, est-ce que finalement ces différences de tracé EEG ont une influence sur la fiabilité des moniteurs et notamment la relation entre les valeurs de BIS et les concentrations, par exemple, de propofol? Ici, c'est une étude qu'on avait réalisée il y a quelques années. Donc, avec du propofol administré en mode évoque chez des enfants, chez de jeunes enfants, mais de plus de 3 ans, versus des adultes, on a regardé la relation entre le BIS et les concentrations, soit estimées par les modèles pharmacocinétiques, soit mesurées dans le sang. Qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu que d'une part, les corrélations, il existait une corrélation étroite entre les valeurs de BIS et les concentrations de propofol, que ce soit chez l'adulte en rouge ou chez l'enfant en bleu, ça c'est la première conclusion, et que ce soit les concentrations estimées ou les concentrations mesurées dans le sang, même si les deux n'étaient pas forcément bien corrélés. Ça c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est que pour obtenir un niveau d'inhibition corticale qui correspond à un BIS à 50, eh bien, il faut une concentration plus élevée chez l'enfant que chez l'adulte. Et ça, c'est intéressant, c'est une particularité pharmacodynamique qu'on observe assez souvent en pédiatrie, mais là, on l'a mis en évidence pour le propofol. Quid du sévoflurane maintenant? Eh bien là, c'est le même type d'étude, c'est-à-dire la relation existant entre les valeurs de BIS et les concentrations expirées de sévoflurane en conditions stationnaires. On voit, alors là encore, il y a l'adulte en rouge et l'enfant en bleu. Ce que l'on voit, c'est qu'il existe une bonne corrélation entre le BIS et la fraction expirée de sévoflurane lorsque l'on va jusqu'à 3% de sévoflurane. Par contre, après, eh bien, il y a une évolution qui est une évolution paradoxale, c'est-à-dire qu'aux concentrations élevées de sévoflurane, 4 et 5%, on observe non pas une diminution, comme on aurait pu attendre, de la valeur de BIS, mais une stabilisation et une réascension des valeurs de BIS, par exemple à 5% de sévoflurane. Et donc, quand on est face à une évolution comme ça, inattendue des valeurs de BIS, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller voir le tracé EEG pour comprendre pourquoi le BIS a calculé de telles valeurs. Alors, quand on va voir le tracé EEG, ici, c'est un tracé, donc maintenant, vous le savez, de sujet éveillé, fréquence rapide, amplitude faible. Ici, tracé de sédation, des oscillations rapides, mais de grande amplitude, des bêta en l'occurrence. Ici, on voit apparaître des oscillations lentes. Et ici, à 3%, on a un tracé caractéristique d'une anesthésie profonde avec des ondes lentes, principalement des delta et des θ. Alors que finalement, quand on augmente la profondeur d'anesthésie, eh bien, on voit apparaître des oscillations rapides au sein de ces ondes lentes, qui sont soit des pointes-ondes ici, soit des polypointes ici. Et ce sont des signes épileptoïdes, et le BIS va les interpréter comme des oscillations rapides, et donc la valeur de BIS va remonter. Donc vous avez ici l'illustration de ces deux diapositives précédentes où l'on voit bien la différence d'évolution du BIS avec ces deux agents anesthésiques. Vous voyez qu'avec le propofol, le BIS décroît de façon quasi linéaire, alors qu'avec le sévoflurane, le BIS remonte et les tracés EEG associés, ici vous avez une décharge épileptoïde qui conduit à un BIS à 55 et ici par contre, correspondant au propofol, vous avez des burst suppression qui correspond à un BIS très bas, autour de 20. Alors, le BIS sous propofol, c'est particulièrement intéressant parce que justement, il existe une corrélation quasi linéaire entre les concentrations de propofol et les valeurs de BIS. Et ça, c'est bien utile parce que lorsqu'on fait une anesthésie au propofol, on va donc cibler une concentration en passant par un algorithme pharmacocinétique, mais on sait que, notamment chez l'enfant, il existe une grande variabilité pharmacocinétique et donc, c'est pas forcément très fiable. Ensuite, on va cibler un effet passant par un algorithme pharmacodynamique si on raisonne en PK-PD. Et là encore, il existe une grande variabilité pharmacodynamique. Donc finalement, c'est assez difficile de cibler un effet à l'aveugle avec du propofol et on a besoin d'un moniteur de profondeur d'anesthésie avec une bonne relation entre les valeurs de BIS et les concentrations du produit pour faire un feedback
pharmacodynamique et adapter ses concentrations cibles. Et c'est d'ailleurs une des rares indications recommandées. L'anesthésie au propofol en IV continu, chez l'enfant, on recommande d'utiliser un BIS pour situer un peu sa profondeur d'anesthésie. Alors maintenant, on va parler brièvement du nourrisson, puisque là on est dans une population un peu particulière. Donc le nourrisson, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà d'abord une étude qui avait été faite par Davidson d'Australie, où il notait toutes les valeurs de BIS et également d'ailleurs d'entropie, response entropy et state entropy, des valeurs basales, c'est-à-dire avant anesthésie. Et ce qu'on voyait sur ce graphique, c'est que chez l'enfant de moins d'1 an, eh bien, les valeurs étaient plus basses que chez l'enfant plus grand. Est-ce que ça vous étonne? Normalement, ça ne devrait pas vous étonner si vous vous souvenez des particularités de l'EEG chez l'enfant de moins d'1 an, qui est plus lent, et donc, forcément, le BIS calcule des valeurs plus basses. Alors, autre élément dans cette étude, les auteurs ont déterminé la concentration de sévoflurane nécessaire pour arriver à un BIS à 50. Et ce qu'ils ont montré, si on se concentre sur les plus jeunes âges, c'est que chez l'enfant de 0 à 1 an, eh bien, il fallait moins de produits que chez l'enfant plus grand. Donc, des concentrations plus faibles. Ce qui sous-entend que le cortex cérébral exploré par le BIS serait plus sensible aux effets anesthésiques chez l'enfant de moins de 1 an. Et c'est particulièrement intéressant quand on rapproche ça des études sur la MAC, la détermination de la MAC chez l'enfant par Lerman, c'est ancien mais il n'y a que ça de toute façon. On voit que justement dans cette population d'enfants de moins de 1 an et d'ailleurs plus précisément de moins de 6 mois, eh bien à l'inverse du BIS, pour calculer la MAC était plus élevée dans cette population de très jeunes enfants. Et la MAC, il ne faut pas oublier que c'est une réponse motrice à un stimulus douloureux et que ça explore plutôt les effets sous-corticaux des produits anesthésiques, notamment d'ailleurs les effets médulaires. Donc on voit que chez le très jeune enfant, chez l'enfant de moins d'1 an, voire même chez le moins d'1 mois, eh bien on est face à un questionnement, puisque finalement vous avez un cortex qui est plus sensible avec un sous-cortex qui est moins sensible. Donc il va falloir faire un choix, soit on endort le sous-cortex, soit on endort le cortex. En général on endort les deux d'ailleurs, et heureusement on a des produits autres que les hypnotiques, on a les morphiniques qui nous sont bien utiles dans ce contexte. Une petite étude également chez le jeune enfant, c'est une étude qu'on avait faite il y a assez longtemps, c'était une étude observationnelle pour voir finalement à quel niveau de profondeur d'anesthésie se situaient les enfants de moins de 2 ans qu'on endormait comme ça de façon quotidienne. Eh bien, on voyait, le BIS était enregistré en aveugle pendant ces études, vous voyez, plus de la moitié des enfants ont présentaient des épisodes de burst suppression dont la durée était en moyenne de plus de 20 minutes et avec des extrêmes qui allaient de plusieurs heures, qui allaient jusqu'à plusieurs heures. Et ces extrêmes étaient plus particulièrement retrouvés chez les très jeunes enfants, notamment en chirurgie néonatale. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment, il y a une étude qui est sortie dans la littérature qui fait en fait la même chose et qui retrouve les mêmes résultats, c'est-à-dire que les burst suppression, là, ils sont appelés des événements isoélectriques, sont fréquents chez le jeune enfant, que ce soit sous sévoflurane ou sous propofol, plus sous propofol d'ailleurs, et que finalement, on peut se demander si quand on fait de l'anesthésie, il est vraiment utile d'aller jusqu'à cette profondeur d'anesthésie, ce d'autant qu'on est dans un contexte où on se pose des questions sur la toxicité des produits. Voilà, donc pour conclure, je dirais que l'EEG et les moniteurs, tous les moniteurs qui dérivent de l'EEG, c'est-à-dire les moniteurs de profondeur d'anesthésie, ils vous offrent quand même une fenêtre pharmacodynamique qui vous explique un peu, enfin vous montre les effets corticaux de nos agents anesthésiques, essentiellement d'ailleurs les agents GABAergiques, ce sont ceux qui ralentissent l'EEG.
Ces moniteurs permettent de prédire la perte de conscience qui est intégrée au niveau cortical, mais par contre, ils ne vont pas vous prédire la réponse en mouvement, par exemple, à un stimulus nociceptif dont la réponse est intégrée au niveau sous-cortical. Sous propofol, on a bien compris que le monitorage de l'EEG, c'était quand même bien utile pour améliorer la performance clinique des modèles pharmacocinétiques et pharmacodynamiques d'ailleurs. Sous sévoflurane, la relation est beaucoup moins évidente, mais par contre, quand même, la visualisation de l'EEG, ça vous permet de visualiser les signes épileptoïdes majeurs et notamment l'anesthésie trop profonde, c'est-à-dire les bursts de caution. L'utilisation chez le jeune enfant, ça reste à préciser. Ce que l'on perçoit, c'est que la sensibilité corticale à nos agents anesthésiques, elle est majorée chez le nouveau-né et chez le jeune nourrisson. Il y a encore des études à faire dans ce contexte pour préciser l'utilisation. Et puis surtout, il faut insister sur le fait que les processus sous-corticaux, c'est-à-dire la douleur, la mémoire, la mémorisation implicite, ne sont pas explorés par ces moniteurs dérivés de l'EEG, mais par contre, on va avoir d'autres façons de les évaluer avec les réponses autonomes cardiovasculaires et puis, j'espère que vous reconnaissez la pupillométrie ici. Voilà, je vous remercie.